Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de journal intime, celui que j'ai trouvé et que je n'aurais jamais dû lire. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, et pendant longtemps j'ai cru que ma vie était d'un ennui presque rassurant. Un métier de comptable dans une petite entreprise de la banlieue lyonnaise, un appartement loué depuis 6 ans, un charroux répondant au doux nom de Grelot. Rien de spectaculaire, rien qui sortait de l'ordinaire, et c'était exactement ce que je recherchais après un divorce difficile. J'aimais mes habitudes, mes petites routines du soir, le silence de mon salon éclairé par une seule lampe. C'est cet été-là que ma tante Josiane est décédée, dans la maison de famille qu'elle occupait seule depuis des années. Elle n'avait pas d'enfant, et comme j'étais la seule de la famille encore proche géographiquement, la charge de vider la maison m'est revenue. Je n'y voyais pas d'inconvénient particulier, sinon la tristesse habituelle qui accompagne ce genre de tâches. Je pensais passer 2 ou 3 week-ends là-bas, trier les affaires, organiser une brocante et vendre la bâtisse au plus vite. La maison se trouvait à l'écart du village, entourée d'un jardin à l'abandon et de volets qui grinçaient au moindre souffle de vent. Je m'y suis rendue un vendredi soir avec l'intention de commencer le tri dès le lendemain matin, à la lumière du jour. J'ai dormi dans l'ancienne chambre d'amis, celle qui sentait la naphtaline et le bois ciré, sans me douter de ce qui m'attendait. La première nuit s'est déroulée sans incident, si ce n'est un sommeil agité et des rêves dont je ne gardais aucun souvenir précis. Le lendemain, j'ai commencé par le grenier, comme on repousse toujours le plus pénible pour la fin en apparence, mais qui finit par attirer en premier. C'est là, sous une pile de vieux draps et de cartons humides, que mes doigts ont rencontré un carnet relié de cuir sombre. Aucune inscription sur la couverture, seulement une fine lanière de cuir nouée autour, comme pour empêcher qu'il ne s'ouvre tout seul. Je me souviens d'avoir hésité une seconde, sans vraiment savoir pourquoi, avant de défaire le nœud et de l'ouvrir. Les premières pages étaient écrites d'une main fine et penchée, une écriture que je ne reconnaissais pas comme celle de ma tante. Aucune date n'apparaissait nulle part, seulement des pensées décousues, des observations sur la maison, sur le jardin, sur les bruits de la nuit. J'ai supposé qu'il s'agissait du journal d'une ancienne habitante, peut-être une locataire ou une parente plus âgée dont personne ne m'avait parlé. Curieuse malgré moi, je l'ai glissé dans mon sac avec l'intention de le lire tranquillement le soir même, une fois le tri terminé. Ce soir-là, installée dans le canapé du salon avec une tasse de tisane, j'ai commencé ma lecture sans me méfier le moins du monde. Les premières pages racontaient une vie simple, presque banale, celle d'une femme parlant de ses journées, de ses courses, de ses voisins. Puis, page après page, le ton a commencé à changer, imperceptiblement d'abord, puis de manière de plus en plus évidente. L'auteur du journal évoquait une présence dans la maison, quelque chose qu'elle sentait mais ne voyait jamais complètement. Elle décrivait des sensations que je connaissais bien pour les avoir moi-même ressenties parfois, sans jamais y prêter attention. Cette impression d'être observé alors qu'on est seul dans une pièce, ce frisson dans la nuque sans raison apparente. Mais au fil des pages, ces sensations devenaient plus précises, plus insistantes, presque organisées, comme si quelque chose cherchait à se manifester. J'ai refermé le carnet vers minuit, un peu troublée, me disant que cette femme avait dû traverser une période difficile, seule dans cette grande maison. Je suis montée me coucher dans la chambre d'amis, le carnet posé sur la table de chevet, sans réfléchir davantage à mon geste. J'ai éteint la lumière, tiré la couverture jusqu'au menton et fermé les yeux en pensant au tri qu'il me restait à faire. C'est le silence qui m'a réveillée en pleine nuit, ce genre de silence trop dense, trop total, qui ne ressemble à aucun autre silence. Je suis restée immobile de longues secondes, tous mes sens en alerte, sans comprendre ce qui avait bien pu me tirer du sommeil. Puis je l'ai entendu, un bruit léger, presque un froissement, venant de la table de chevet à quelques centimètres de mon visage. J'ai allumé la lampe d'un geste brusque, le cœur battant, pour découvrir le carnet ouvert alors que je l'avais laissé fermer. Ouvert sur une page que je n'avais pas encore lue, une page dont l'écriture semblait plus tremblée, plus rapide que les précédentes. Je me suis dit que le vent avait dû s'engouffrer par la fenêtre entr'ouverte malgré l'absence totale de courant d'air dans la pièce. Le lendemain matin, malgré la fatigue et une vague inquiétude, j'ai repris ma lecture avec un mélange étrange de peur et de fascination. L'auteur racontait désormais des événements plus troublants, des objets déplacés, des pas dans le couloir alors qu'elle était seule. Elle évoquait une ombre aperçue du coin de l'œil, toujours dans les angles morts, toujours là où le regard direct ne pouvait se poser. Elle disait ressentir un froid localisé, un point glacé qui se déplaçait dans la maison, comme une présence délimitée dans l'espace. J'ai continué le tri ce jour-là, en essayant de me concentrer sur les cartons, les vieux vêtements, la vaisselle ébréchée de ma tante. Mais mon esprit revenait sans cesse au carnet, posé sur la table basse du salon, comme un aimant discret attirant mon attention.
Vers 17 heures, j'ai ressenti pour la première fois ce fameux froid dont parlait l'auteur du journal, localisé au niveau de ma nuque. Un froid précis, circonscrit, différent de la fraîcheur ambiante de la maison mal chauffée, un froid qui semblait me suivre quand je bougeais. J'ai attribué cette sensation à ma fatigue et à l'atmosphère pesante de cette maison où ma tante était morte quelques semaines plus tôt. J'ai décidé de rentrer chez moi ce soir-là plutôt que de dormir une nuit de plus dans la chambre d'amis en portant le carnet avec moi. Dans la voiture, sur l'autoroute, j'ai eu la sensation étrange que quelque chose occupait la banquette arrière, malgré l'absence totale de bruit. Je n'ai pas osé regarder dans le rétroviseur plus de 2 secondes, préférant garder les yeux rivés sur la route et la ligne blanche. De retour chez moi, Grelot m'a accueilli en miaulant d'une façon inhabituelle, le poil légèrement hérissé sur le dos, les oreilles basses. Il a refusé de s'approcher du sac que j'avais posé dans l'entrée, celui qui contenait le carnet, préférant se réfugier sous le canapé. J'ai trouvé son comportement étrange sans m'y attarder davantage, épuisé par cette journée de tri et par la route du retour. J'ai posé le carnet sur mon bureau dans le salon, bien décidé à ne pas le rouvrir avant le lendemain. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve d'une netteté troublante, comme je n'avais jamais fait auparavant, presque comme un souvenir plutôt qu'une invention. Je me trouvais dans un couloir que je ne reconnaissais pas, au mur tapissé d'un papier peint défraîchi, à motif de fleurs fanées. Au bout de ce couloir se tenait une silhouette de dos, immobile, les cheveux longs tombant jusqu'au bas des reins, parfaitement figés. Je me suis approchée dans mon rêve, sans pouvoir m'en empêcher, comme aspirée malgré moi vers cette silhouette qui ne bougeait toujours pas. Au moment où j'allais poser la main sur son épaule, elle a tourné la tête vers moi, très lentement, dans un mouvement presque mécanique. Je me suis réveillée en sursaut avant d'avoir pu voir son visage, le cœur cognant dans ma poitrine, les draps trempés de sueur. Il était 3h10 du matin et Grelot était assis au pied du lit, fixant un point vide près de la porte de ma chambre. Il ne miaulait pas, ne bougeait pas, se contentait de fixer cet endroit avec une attention que je ne lui avais jamais connue. J'ai allumé la lumière, incapable de me rendormir, et je suis descendue boire un verre d'eau dans la cuisine sur la pointe des pieds. En passant devant le salon, j'ai remarqué que le carnet que j'avais laissé fermé sur mon bureau était de nouveau ouvert. Ouvert sur une page plus avancée que celle où je m'étais arrêtée la veille, comme si quelqu'un avait continué la lecture à ma place. Je suis restée debout dans le noir, à fixer ce petit carnet de cuir, sentant mon pouls s'accélérer sans pouvoir en détacher les yeux. Malgré la peur grandissante qui m'habitait, une force plus grande encore, une curiosité presque irrépressible, m'a poussée à m'asseoir et à reprendre ma lecture. Les pages suivantes racontaient une dégradation progressive de l'état mental de l'auteur, des phrases répétées plusieurs fois de suite sans cohérence apparente. Elle écrivait qu'elle entendait son propre prénom chuchoter dans les pièces vides, un chuchotement qui semblait provenir de l'intérieur des murs eux-mêmes. Elle décrivait des nuits entières passées éveillée, terrorisée à l'idée de fermer les yeux, persuadée que la présence profitait de son sommeil pour s'approcher. Un passage en particulier a retenu mon attention, écrit d'une main presque illisible, tant elle semblait avoir tremblé en tenant le stylo. Elle y racontait avoir découvert, elle aussi, un vieux journal intime en rangeant un meuble, un journal appartenant à une occupante précédente de la maison. Elle y racontait avoir commencé à le lire par simple curiosité, comme moi, sans se douter de ce que cela allait provoquer. Et à partir de cette lecture, disait-elle, tout avait empiré, comme si le fait même de lire ces pages avait réveillé quelque chose. J'ai senti un frisson glacé remonter le long de ma colonne vertébrale en lisant ces lignes, une sensation de vertige presque nauséeuse. Je me suis demandé, avec une angoisse grandissante, si ce carnet n'était pas en réalité une sorte de relais transmis de lectrice en lectrice, comme si chaque personne qui posait les yeux sur ces pages devenait à son tour l'hôte de cette présence décrite depuis le début. J'ai voulu refermer le carnet immédiatement, incapable pourtant de détacher mes doigts de la couverture de cuir, comme collés contre ma volonté. C'est à ce moment précis que j'ai entendu, très distinctement, un souffle près de mon oreille gauche, un souffle froid et régulier. Je me suis retournée d'un bloc, le cœur au bord de l'explosion, pour ne trouver derrière moi que le vide familier de mon salon. Grelot a jailli de sous le canapé en un éclair, filant se cacher dans la salle de bain, la queue gonflée et les poils dressés. J'ai refermé le carnet d'un geste brusque, les fourré dans un tiroir du buffet, et je suis remontée me coucher sans allumer une seule autre lumière. Les jours suivants, j'ai tenté de reprendre le cours normal de ma vie, retournant travailler, essayant de ne plus penser à cette maison ni à ce journal. Mais les phénomènes n'ont pas tardé à se manifester chez moi également, dans mon propre appartement, celui que j'habitais depuis 6 ans sans incident. J'ai commencé à entendre des pas légers dans le couloir la nuit, toujours au moment où je m'apprêtais à sombrer dans le sommeil. Des pas qui s'arrêtaient net dès que j'allumais la lumière, comme si la présence savait précisément quand je tendais la main vers l'interrupteur.
Le froid localisé s'est mis à me suivre également, apparaissant à des moments précis de la journée, toujours sans lien avec la température ambiante. Je le sentais parfois dans mon dos en travaillant à mon bureau, parfois près de mon visage en préparant le dîner devant les fourneaux. Une sensation glaciale et précise, semblable à une main invisible posée un instant sur ma peau avant de se retirer aussitôt. J'ai commencé à éviter certaines pièces de mon appartement en fin de journée, sans pouvoir expliquer rationnellement cette réticence grandissante. Une nuit, environ une semaine après mon retour de la maison de ma tante, je me suis réveillée avec la certitude absolue que quelqu'un se tenait dans ma chambre. Je n'ai pas ouvert immédiatement les yeux, paralysée par une peur si intense que mon corps refusait tout simplement de m'obéir. J'ai fini par entr'ouvrir les paupières, millimètre par millimètre, pour apercevoir au pied de mon lit une silhouette immobile, à peine plus sombre que l'obscurité environnante. La même silhouette que dans mon rêve, les cheveux longs, le dos tourné, figé dans une immobilité presque irréelle, presque minérale. Je n'ai pas crié, incapable de produire le moindre son, la gorge serrée comme prise dans un étau invisible et implacable. J'ai fermé les yeux de toutes mes forces en priant intérieurement pour que cette apparition disparaisse quand je les rouvrirais quelques secondes plus tard. Quand j'ai enfin trouvé le courage de regarder à nouveau, la silhouette n'était plus là, mais l'air conservait une odeur étrange, un mélange de poussière et de cire fondue. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, allongé dans le noir, les yeux grands ouverts, guettant le moindre mouvement dans l'obscurité de ma chambre. Le lendemain, à bout de nerfs, j'ai décidé de reprendre le carnet et de le lire jusqu'au bout, espérant y trouver une explication ou mieux, une solution. J'ai passé la journée entière plongée dans ces pages, sautant le travail pour la première fois depuis des années sans donner de véritable raison. Les derniers chapitres du journal devenaient de plus en plus décousus, l'écriture de plus en plus chaotique, certains mots répétés inlassablement sur des lignes entières. L'auteur y décrivait une sensation de dédoublement, l'impression que son propre reflet dans le miroir n'obéissait plus exactement à ses mouvements. Elle racontait avoir tenté de se débarrasser du carnet en le brûlant dans la cheminée sans jamais parvenir à mener ce geste à son terme. À chaque tentative, disait-elle, une force invisible l'empêchait d'approcher les pages des flammes, comme si le carnet lui-même refusait sa propre destruction. Elle évoquait aussi le nom d'une femme, Adèle, qu'elle mentionnait sans jamais expliquer clairement qui elle était, ni quel lien elle entretenait avec la maison. Elle écrivait qu'Adèle était morte dans cette maison, seule, dans des circonstances qu'elle qualifiait de troubles, sans jamais donner davantage de détails. Sur l'avant-dernière page du journal, l'écriture changeait radicalement, devenant plus posée, plus lente, presque apaisée, en contraste total avec le reste du carnet. L'auteur y écrivait qu'elle avait fini par comprendre que la présence ne voulait pas lui faire du mal, mais simplement être vue, être reconnue, être entendue. Elle expliquait que cette femme, Adèle, avait vécu et était morte dans un tel isolement que plus personne de son vivant n'avait porté attention à son existence. Le journal, disait-elle, était devenu la voix d'Adèle, sa seule façon de continuer à exister, de continuer à être lu, à être écouté par quelqu'un. La toute dernière page, en revanche, était différente de tout ce qui précédait, écrite d'une main redevenue tremblante, presque paniquée à nouveau. Une seule phrase y était inscrite, répétée 7 fois sur toute la page, chaque occurrence légèrement plus grande et plus appuyée que la précédente. Elle disait qu'il fallait absolument transmettre le carnet à quelqu'un d'autre avant la pleine lune suivante, sans quoi la présence resterait attachée à celle qui l'avait lue. Je me suis figée en lisant cette phrase, glacée d'effroi, en réalisant que la pleine lune suivante tombait précisément le lendemain soir. J'ai reposé le carnet sur la table basse, tremblant de tout mon corps, en essayant de rassembler mes idées malgré la panique qui montait en moi. Transmettre le carnet à quelqu'un signifiait condamner cette personne à vivre exactement ce que je vivais depuis mon retour de la maison de ma tante. Je n'avais aucune intention d'infliger cela à qui que ce soit, pas à mes amis, pas à ma famille, pas même à un inconnu croisé par hasard. Il devait exister une autre solution, quelque chose que l'auteur du journal n'avait peut-être jamais envisagé avant que sa propre histoire ne s'arrête brutalement. Cette nuit-là, les phénomènes se sont considérablement intensifiés, comme si la présence savait que le délai imposé par la pleine lune touchait à sa fin. Les pas dans le couloir sont devenus plus lourds, plus insistants, s'approchant chaque fois un peu plus près de la porte de ma chambre. Le froid localisé s'est transformé en une chape glaciale enveloppant la pièce entière, au point que je pouvais voir la buée sortir de ma bouche. J'ai entendu, cette fois avec une clarté absolue, une voix de femme prononcer un seul mot, encore et encore, tout près de mon oreille. Ce mot, c'était mon prénom, Camille, murmuré avec une douceur qui contrastait étrangement avec la terreur pure que je ressentais en l'entendant. Je me suis recroquevillée sous ma couette, comme une enfant, refusant d'ouvrir les yeux, refusant de regarder ce qui se trouvait peut-être juste à côté de moi.
J'ai senti le matelas s'enfoncer légèrement près de mes jambes, comme sous le poids de quelqu'un venant s'asseoir doucement au bord du lit. Je suis restée ainsi, immobile, terrorisée, jusqu'aux premières lueurs de l'aube, quand le froid a fini par se dissiper peu à peu. Au petit matin, avant même d'ouvrir complètement les yeux, j'ai senti que quelque chose avait changé dans l'air de ma chambre, une lourdeur nouvelle. Je suis restée allongée de longues minutes, écoutant les bruits familiers de l'immeuble, le chauffage qui cliquetait, un voisin qui refermait sa porte au loin. Ces bruits ordinaires m'ont paru, ce matin-là, presque précieux, comme une preuve tangible que le monde continuait d'exister normalement autour de moi. J'ai fini par me lever, les jambes flageolantes, et je me suis dirigée vers la cuisine pour me préparer un café bien trop fort, dans l'espoir de retrouver un semblant de clarté d'esprit. En passant devant le miroir de l'entrée, j'ai surpris mon propre reflet avec une sensation étrange, comme si quelque chose en lui n'était pas tout à fait synchrone. Une fraction de seconde, à peine perceptible, où mon reflet semblait avoir bougé une fraction d'instant après moi, un décalage minuscule, mais bien réel. J'ai détourné le regard aussitôt, refusant de m'attarder sur ce détail, préférant me concentrer sur le café qui coulait lentement dans la verseuse. J'ai repensé aux mots du journal, à cette phrase sur le dédoublement, et j'ai compris que je n'avais plus beaucoup de temps devant moi. Le lendemain matin, épuisé, vidé de toute énergie, j'ai pris ma décision en observant le carnet posé sur ma table basse dans la lumière du jour. Je ne pouvais pas transmettre cette malédiction à quelqu'un d'autre, mais je ne pouvais pas non plus continuer à vivre ainsi, nuit après nuit. Je me suis souvenu d'un détail du journal, un passage que j'avais presque négligé, où l'auteur évoquait le lieu exact où Adèle était morte. Une petite pièce du sous-sol de la maison de ma tante, condamnée depuis des années, murée sans que personne ne sache vraiment pourquoi. J'ai pensé que si le carnet était réellement lié à cette femme, à ce lieu précis, alors peut-être fallait-il l'y ramener plutôt que de le transmettre. Non pas le détruire, ce qui semblait impossible d'après les tentatives décrites dans le journal, mais le rendre à l'endroit où tout avait commencé pour Adèle. J'ai repris la route ce jour-là même, le carnet enveloppé dans un tissu, posé sur le siège passager, comme s'il pouvait à tout moment s'ouvrir de lui-même. Tout le trajet s'est déroulé dans un silence pesant, ponctué de ce froid localisé qui apparaissait et disparaissait sans prévenir, m'accompagnant fidèlement jusqu'à destination. Arrivé à la maison, j'ai cherché longuement la petite pièce murée du sous-sol, celle dont ma tante m'avait vaguement parlé un jour, sans jamais s'y attarder. Je l'ai trouvée derrière une étagère métallique, un pan de mur légèrement différent du reste, visiblement rebâti à une époque plus récente que le reste de la cave. Armé d'un simple marteau trouvé dans le garage, j'ai entrepris de dégager les briques les plus fragiles, le cœur battant à tout rompre dans cette cave glaciale. Derrière ce mur se trouvait un espace minuscule, à peine plus grand qu'un placard, vide à l'exception d'une chaise en bois rongée par l'humidité et le temps. L'air y était irrespirable, chargé d'une odeur de renfermé, mêlée à quelque chose de plus organique, quelque chose que je préférais ne pas identifier précisément. J'ai posé le carnet sur la chaise, les mains tremblantes, en prononçant à voix haute, sans vraiment savoir pourquoi, quelques mots simples adressés à Adèle. Je lui ai dit que je l'avais entendue, que son histoire ne serait pas oubliée, mais qu'elle devait désormais rester ici, à sa place, en paix. Un silence complet s'est abattu sur la petite pièce, un silence différent de tous ceux que j'avais connus, presque apaisant après des jours de tension permanente. En remontant l'escalier de la cave, j'ai ressenti un soulagement immense, comme si un poids invisible venait de quitter mes épaules d'un seul coup. J'ai reconstruit sommairement le mur avec les briques que j'avais dégagées, sans chercher à faire un travail parfait, simplement à refermer ce passage. J'ai quitté la maison ce soir-là, décidé à la vendre au plus vite, sans jamais révéler à personne ce que cette cave abritait désormais. J'ai roulé jusque chez moi dans un silence complet, sans musique, sans radio, simplement pour savourer l'absence totale de cette présence qui m'avait suivi tant de nuits. Les jours suivants, chez moi, le calme est progressivement revenu, comme une eau trouble qui finit par se clarifier avec le temps qui passe. Grelot a recommencé à dormir sur le pied de mon lit, comme avant, ronronnant paisiblement, ce qu'il n'avait plus fait depuis mon retour de la maison de ma tante. Les pas dans le couloir ont cessé, le froid localisé a disparu, mes nuits sont redevenues des nuits ordinaires, remplies de sommeil et non de terreur silencieuse. Je n'ai plus jamais fait ce rêve du couloir aux fleurs fanées, ni entendu mon prénom murmuré dans l'obscurité de ma chambre. La maison de ma tante a fini par se vendre quelques mois plus tard à un jeune couple qui cherchait un projet de rénovation à la campagne. Je n'ai jamais su, et je n'ai jamais voulu savoir, ce qu'ils ont pu découvrir en explorant cette cave ou en tombant peut-être sur ce mur reconstruit à la hâte. Il m'arrive encore parfois, tard le soir, de ressentir un frisson bref en repensant à cette écriture fine et penchée découverte sous une pile de vieux draps. Mais c'est un frisson différent désormais, plus proche du souvenir que de la peur, comme une cicatrice qui ne fait plus mal mais qu'on n'oublie jamais tout à fait.
Je n'ouvre plus jamais un tiroir ou un carton dans une maison qui n'est pas la mienne sans une hésitation, sans un instant de prudence silencieuse. Certaines histoires ne sont pas faites pour être lues, certaines pages doivent rester fermées, quel que soit l'appel de la curiosité qui nous pousse à les ouvrir. Adèle repose désormais là où elle a vécu ses derniers instants, et j'espère sincèrement que le silence qui règne dans cette cave est enfin un silence paisible. Quant à moi, je continue ma vie tranquille, mais je garde toujours au fond de moi la certitude que certains objets portent en eux bien plus que du papier et de l'encre. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire. Prenez soin de vous et surtout, vérifiez toujours ce qui se cache sous vos vieux draps avant de vous coucher. Je vous donne rendez-vous demain soir, à la même heure, à la lueur de la bougie.